Bien, bonjour à tous. On va pouvoir débuter. Bonjour à ceux qui sont présents aujourd'hui ici au labo et bonjour à ceux qui nous ont rejoints à distance pour ce séminaire qui sera consacré à l'industrie du futur sécurisée. Donc, nous avons pu réunir plusieurs intervenants qui vont vous parler de ce sujet aujourd'hui. Notamment sur la première partie, donc, il y aura Jean-Philippe Hainaut de WeNetwork qui va nous présenter un sujet sur les technologies de l'industrie du futur et les problématiques de sécurité associées. Ensuite, nous aurons une intervention de M. Gaget de l'ANSSI qui va nous présenter un peu un panorama de la menace et comment gérer la crise. Ensuite, Samuel Rouxel, qui est un de nos ingénieurs, présentera des solutions que nous, on a pu mettre en œuvre au Crésit sur le côté vraiment microprocesseur sécurisé, avec les différents impacts que ça a au niveau aussi des plateformes embarquées. On fera une courte pause, puisqu'ensuite, on passera à la deuxième partie où il y a M. Girard d'Axian, Actemium, qui va présenter un sujet sur le monitoring et la cybersécurité. Et puis, nous aurons deux interventions de Siemens qui vont pouvoir nous présenter deux cas de mise en œuvre de solutions sécurisées qu'ils ont pu développer. Et puis ensuite, mon collègue Cyril Broydet présentera le programme Perform Industrie, qui est un programme de financement dans la région centre pour les industriels qui veulent mettre en œuvre de l'industrie du futur, éventuellement sécurisée. Enfin, il vaudrait mieux aussi sécuriser. Et puis Fabrice Pro nous présentera le club Industrie du futur et ce qui peut être mis en œuvre également dans la région. Donc voilà un petit peu le programme de la journée. Outre le contact que vous avez là, l'idée c'est de vous dire que cette partie de séminaire et d'action de diffusion technologique, c'est financé pour nous par les fonds européens, l'État et la région Centre-Val de Loire, ainsi que la métropole d'Orléans. Et à l'issue de ce séminaire, on vous demandera de remplir simplement un questionnaire de satisfaction, puisque nos financeurs aiment savoir si ce qu'on a pu présenter était intéressant. Et pour nous aussi, ça nous permet d'améliorer nos séminaires et l'organisation et les sujets traités, etc. Donc voilà, c'est la contrepartie qu'on vous demande aujourd'hui, c'est de bien remplir le questionnaire de satisfaction, soit en ligne pour ceux qui sont à distance, soit format papier pour ceux qui sont ici présents. Vous avez un petit papier à remplir dans vos pochettes. Voilà pour le côté, on va dire, présentation générique du séminaire. Et je vais passer la parole à Jean-Philippe Hainaut, qui, lui, change de casquette et qui va vous parler de Captronic. Oui. Bonjour à tous. Donc oui, effectivement, aujourd'hui, j'aurai deux casquettes. La casquette à la fois de Captronic et celle de WeNetwork, mais j'y reviendrai tout à l'heure. En quelques mots, peut-être vous présenter Captronic. Donc Captronic, en fait, c'est un programme national qui a pour objectif d'accompagner les entreprises françaises dans la transformation numérique à la fois du produit, mais également du process, grâce au système électronique, notamment connecté. Et donc, en fait, pour cela, l'offre Captronic est basée sur trois piliers. Cap produits qui concernent en fait l'accompagnement du développement de nouveaux produits intégrant de l'électronique et connectés. Cap process qui va plutôt être sur la partie process et notamment instrumentation des machines de production. Et puis la partie Cap compétences avec un gros programme de formation, soit en distanciel, forcément. Situation sanitaire oblige, mais aussi on reprend du présentiel en fait dans ces semaines, depuis quelques temps. En fait, voilà. Donc ces trois piliers qui sont importants chez Captronic. C'est un programme que je dis national, on s'appuie sur différents réseaux avec différents ingénieurs répartis sur toute la France. Et pour ma part, moi je suis basé en Pays de la Loire et je vous expliquerai tout à l'heure, je suis basé chez WeNetwork, qui est un centre de ressources technologiques comme l'est le Crésit sur Orléans. Sinon, on va intervenir sur toutes les facettes d'un projet électronique, aussi bien sur les aspects conception jusqu'à l'industrialisation, IoT, et puis bien sûr cybersécurité, qui sera un des sujets d'aujourd'hui. Avec d'ailleurs un diagnostic qui a été mis au point par mes collègues, où on peut faire un pré-diag en 2 heures, en 2 heures, sur les différentes facettes de l'entreprise par rapport à la cybersécurité. Alors ça reste du pré-diag, mais ça permet déjà de prendre en compte certains aspects de la cybersécurité et de se préoccuper au moins de quelques points.
Voilà, et puis donc votre interlocuteur, normalement pour la région Centre-Val de Loire, c'est Philippe Bonnet qui doit être connecté, je pense, qui est en ligne. Et donc c'est lui qu'il faut contacter pour la région Centre-Val de Loire, sinon sur les Pays de la Loire, c'est dans voici mes contacts. Donc voilà Elisabeth. Merci Jean-Philippe. Et du coup, non, désolé. Du coup, je vous présente aussi rapidement le CRESIT pour ceux qui ne nous connaissent pas forcément. Donc, on est également centre de ressources technologiques et on est basé ici au labo à Orléans. On a deux grandes parties, une mission d'intérêt général dont le séminaire fait partie aujourd'hui, et puis une partie où on aide les entreprises via des prestations à réaliser soit des études de faisabilité, des expertises pour pouvoir les aider à choisir le bon composant, la bonne solution, la bonne architecture électronique. Et on peut aller jusqu'au démonstrateur prototype. On a aussi une partie d'instrumentation et de validation des produits électroniques grâce à notre plateforme d'instrumentation qui permet de valider à la fois le côté CEM et le côté radiofréquence. Donc voilà, si vous avez des besoins là-dedans. On fait également de l'ingénierie de projet et de l'accompagnement des entreprises dans leurs projets d'innovation. Nos spécialités, c'est tout ce qui est électronique communicante. Et sécurisé. Donc, je vous passe les détails, mais un certain nombre de protocoles sans fil sur lesquels on a déjà travaillé. Pardon. On a aussi toute une partie système embarqué, logiciel et sécurité. De l'appui à l'intégration de capteurs avec du traitement du signal embarqué également. Et puis, une nouvelle partie qui est l'optimisation des alimentations et des convertisseurs, qui est une nouvelle technologie, une nouvelle compétence qu'on a acquise récemment. La plateforme de mesure dont je vous ai parlé tout à l'heure, donc c'est tout ce qui est compatibilité électromagnétique, radiofréquence, où le côté radiofréquence, on est à la fois capable de faire de la simulation et du design d'antennes en amont, et ensuite d'avoir les instruments pour valider le système et valider que le produit va bien respecter les exigences et le cahier des charges du produit. On travaille aussi sur les systèmes autonomes, sur l'optimisation de la consommation énergétique, la récupération d'énergie. On a aussi travaillé un peu sur la pile à combustible et l'hydrogène. Donc voilà très rapidement qui on est et ce qu'on fait. On est une équipe de 9 personnes, donc basée ici au labo, et on existe depuis 1996, donc ça fait un petit moment qu'on travaille dans l'électronique. Bon, ce séminaire est également en partenariat avec le pôle de compétitivité S22. Malheureusement, personne n'a pu intervenir aujourd'hui parce qu'ils sont tous en réunion du pôle. Mais voilà, c'est un pôle de compétitivité qui réunit des entreprises sur le domaine de tout ce qui est énergie, avec plusieurs domaines de spécialisation. Ce pôle est basé sur Tours et donc il agit à la fois sur la région Centre-Val de Loire, mais aussi sur les Pays de la Loire, sur la Nouvelle-Aquitaine et je crois que c'est tout. Oui, il me semble que c'est tout. Voilà. Donc, passons au vif du sujet. Je redonne la main à Jean-Philippe pour vous présenter. Oui, on peut supprimer oui, mais de ou le voilà. Ouais, il ne faut pas que ça vienne polluer. Je ne peux pas faire mieux. Non, c'est bon. Parfait. Merci. Merci, Elisabeth. Donc, oui, moi, j'ai la charge d'introduire cet après-midi. Rassurez-vous, moi, je ne vais pas je ne sais pas si ça vous rassurera d'ailleurs, je ne vais pas du tout vous parler de sécurisation de données. En fait, mon objectif dans cette introduction, c'est plutôt de vous montrer l'importance de la donnée dans l'industrie du futur, dans la smart industry. Et justement, c'est pourquoi, en fait, il va vraiment se préoccuper de cette sécurité, parce que la donnée va prendre de l'importance. Elle est déjà importante, mais elle va prendre encore de plus en plus d'importance dans nos industries. Donc, la présentation elle sera articulée de la façon suivante. Je vous présenterai rapidement WeNetwork, pour ensuite aller vers en fait, le cœur de ma présentation qui sera la donnée dans la smart industry. Je vous présenterai les enjeux, pourquoi en fait, il faut s'intéresser à la donnée. Quelles sont aujourd'hui les solutions technologiques matures. On vous montrera qu'en fait, il y a vraiment des solutions et qui peuvent en fait permettre de traiter la donnée de bout en bout. Je vous donnerai quelques cas d'usage dans l'industrie et puis on terminera en fait par la conclusion pour passer la main en fait à mes collègues qui prendront ensuite les présentations sur l'absolue nécessité de la protection des données. Alors déjà, WeNetwork, nous sommes un CRT. Notre credo, c'est la transformation digitale. Et on croit vraiment que la transformation digitale, ce sera l'avenir de l'industrie.
Et en fait, pour ça, en fait, la mission qu'on s'est fixée, c'est d'être un tiers de confiance du dirigeant, des responsables d'entreprise dans leur transformation digitale, de les accompagner en fait dans cette transformation digitale, à la fois sous l'angle du produit. En fait, on va pouvoir apporter une expertise dans le développement de produits électroniques, communicants, et puis aussi pour aller vers l'usine connectée. Et qui dit usine connectée, déjà avant dit bien travailler sur les aspects de gestion de production, d'optimisation de la production, etc. Et sans ça, on peut accompagner les entreprises sur ces points-là. Et justement, en fait, pour cela, on a créé donc un centre de ressources technologiques qui s'appelle WeNetwork, qui est basé au Technocampus à Angers. Et puis nos expertises, enfin, ou nos interventions vont concerner à la fois de l'expertise technique, aussi bien sur le produit, hein, pour prendre le produit de l'idée et pour l'amener jusqu'à la phase d'industrialisation, sachant que ce n'est pas nous qui allons faire, mais on va être là en fait pour aider à faire faire. Hein, on va être vraiment en assistance à la maîtrise d'ouvrage, pour aider l'entreprise à maîtriser toutes les facettes de son produit. On a également une partie formation, avec des cycles de formation qui sont proposés au sein du Technocampus ou en distanciel. Et puis, une originalité de notre centre, c'est la partie expérimente. On a une chaîne de fabrication de cartes électroniques au sein du Technocampus. Alors, l'idée, ce n'est pas d'être concurrent des fabricants de cartes électroniques, mais c'est plutôt d'être à leur côté, par exemple, pour faire du prototypage quand ils n'ont pas les ressources, parce qu'ils ne veulent pas détourner la production sur leur chaîne de fabrication. On va pouvoir faire de la fabrication pour leur compte ou pour le compte de start-up. Donc, c'est la première utilité de cette chaîne-là. La deuxième utilité, c'est de tester un peu en avance de phase, soit des équipements, soit des process de fabrication. Donc, voilà. Donc, c'est vraiment une chaîne de fabrication qui est au service de la filière électronique. Donc voilà, bon, pour la présentation de WeNetwork, en quelques mots, on est 20 collaborateurs et puis on fait à peu près 50 projets d'expertise par an. Donc passons au cœur du sujet qui nous intéresse, la donnée. En fait, en voyant déjà quels sont les enjeux de cette donnée. Donc on peut s'adresser à l'industrie du futur. Alors l'industrie du futur, en fait, tout le monde en parle. Déjà, en fait, il y a souvent un mot qui paraît bizarre, c'est l'industrie du futur. Rassurez-vous, en fait, le futur commence déjà dès maintenant. En fait, hein. C'est pas l'industrie dans 20 ans, c'est bien l'industrie dès maintenant. En revanche, cette industrie du futur, il n'y a pas une image idéale. En fait, c'est à chacun d'inventer sa propre industrie du futur en fonction de son marché, de ses clients, etc. Et donc, à chacun d'explorer son industrie du futur. En revanche, il y a un objectif commun, c'est de gagner en compétitivité, et notamment de gagner en compétitivité par rapport à la concurrence internationale. Et pour ça, en fait, il y a entre autres deux objectifs, deux moyens essentiels. C'est d'un côté la modernisation de l'outil productif et puis la digitalisation de l'industrie. Et ça, forcément, c'est le point qui nous intéresse et qui est hyper important. Donc forcément, derrière ça, on va parler de données. Alors, quand on parle de données, je trouve que c'est un mot assez vague. Évidemment, ce qui va m'intéresser un peu plus, c'est l'information. Déjà. En gros, c'est la donnée, on va dire que la donnée, c'est une entité brute, c'est celle que je vais capter sur mon système. En revanche, ce qui va m'intéresser, c'est en fait de détecter la bonne information par rapport en fait à cette donnée brute, hein, et donc peut-être d'appliquer du traitement, etc. Ça, c'est le point important. Par exemple, si on prend un exemple, si je suis dans l'industrie agroalimentaire, si je dois gérer des frigos, c'est pas tellement la température qui va m'intéresser des frigos, mais c'est surtout en fait, est-ce que la température va dépasser un seuil d'alarme? Et là, je pourrais prendre une décision pour intervenir. Et donc là, la température, c'est la donnée. Finalement, l'information, c'est le seuil, c'est l'alarme en cas de dépassement de température. Et c'est ça qui va être intéressant. C'est ça que je vais pouvoir transmettre à des opérateurs qui vont pouvoir prendre la décision qui va bien. Donc déjà, détecter la bonne information. Ensuite, de la détecter et de la transmettre au bon moment. Ça, c'est le deuxième point essentiel. Ça veut dire que, par exemple, je reprends ma température. Là, il faut absolument que je la transmette en temps réel, a priori au service maintenance, pour qu'il puisse intervenir rapidement. En revanche, si je prends maintenant les temps, par exemple, les temps de fonctionnement d'une machine d'un centre d'usinage, par exemple, ce temps de fonctionnement, je ne vais pas le transmettre toutes les minutes. Là, je peux le transmettre tous les jours, voire tous les soirs, toutes les nuits, peu importe. Donc, j'ai du temps pour le transmettre. Donc, l'idée, c'est aussi de déterminer quel est le bon moment pour transmettre cette information. Et puis, le point aussi important, et qui est possible aujourd'hui avec les technologies, c'est de la transmettre au bon utilisateur. Pareil, si je reprends ma température,
il est important que je transmette l'alarme de température, non pas au directeur de l'entreprise, mais plutôt au service maintenance. Hein. Et puis, probablement que je ne transmettrai pas la même information, ce que j'ai dit tout à l'heure, de ne pas la transmettre au même utilisateur. Hein. Le directeur de l'entreprise, le directeur d'exploitation, il n'a pas besoin de la même information que mon service de maintenance ou que mon opérateur sur la chaîne. Donc ça, c'est hyper important. C'est cette notion-là de transmettre, de traiter la donnée pour transmettre la bonne information au bon moment et au bon utilisateur. Et vraiment aujourd'hui, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on a en fait un contexte technologique qui est favorable justement à ces trois éléments-là, ce qu'on n'avait pas forcément jusqu'à maintenant. On va voir pourquoi. Donc déjà, en fait, si on reprend en fait, pour les briques fonctionnelles, un peu pour les classifier, là, je vous ai donné un écosystème d'un IoT, mais ça ne peut pas être toujours la même chaîne en fait, quand on parle de données. On va d'abord collecter la donnée sur le terrain avec des capteurs, en allant chercher la donnée dans des bases de données, on y reviendra tout à l'heure. Je vais communiquer cette donnée à différents éléments, soit vers un serveur pour la traiter, soit vers un opérateur qui est sur ma chaîne, soit sur un technicien de maintenance qui est en totale mobilité, soit dans l'entreprise, soit chez mes clients. Enfin, voilà, donc il faut que je transmette l'information. J'ai une troisième brique qui est exécutée. Cette donnée, il faut bien que je la traite pour pouvoir la transformer en information. Et puis enfin, on en a parlé beaucoup tout à l'heure, c'est l'aspect visualisation. C'est de donner l'information au bon utilisateur. Alors, si je reprends ces briques, sur les différentes sources de données, il y a un point, on peut avoir différentes sources de données. Déjà en interne, il faut penser aux données structurées qui sont issues de tous nos systèmes de gestion, de production, de gestion de la donnée ou de la relation client, de gestion de l'atelier, tout ce qui est CRM, ERP, MES, voire éventuellement des fichiers Excel, parce qu'on a tous des fichiers Excel qui peuvent être riches en données et en informations potentielles. Il y a aussi, il faut penser aux données non structurées. Dans les emails, il y a probablement de l'information intéressante. Donc, ça peut faire partie des points qui sont analysés. Aujourd'hui, ce qu'il faut penser avec tous les aspects, notamment objets connectés et communication globalisée, il y a aussi des données externes. Donc ça, dans les données externes, il y a notamment des données chez vos partenaires, chez vos fournisseurs, ne serait-ce que par exemple des données de traçabilité. Si on veut faire une traçabilité de bout en bout, il est intéressant d'aller chercher à se connecter sur le système d'information de votre fournisseur pour pouvoir les récupérer, les informations de traçabilité des matières premières, et ensuite les faire transiter jusqu'à l'aval. Donc ça, c'est hyper important. Il ne faut pas oublier non plus l'open data. Les collectivités, notamment, mettent des informations qui peuvent être intéressantes de ce côté-là. Je reviendrai tout à l'heure sur un exemple. Il y a aussi les réseaux sociaux, pourquoi pas. Ça fait partie des sources intéressantes. Et puis enfin, on en parle beaucoup, c'est tout ce qui est objets connectés. Et notamment, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'industriel Internet of Things, c'est-à-dire en fait les objets qui sont montés sur les machines dans l'atelier. Et donc là, c'est aussi une source d'information hyper importante, par exemple, pour pouvoir suivre le fonctionnement ou le bon fonctionnement justement d'une machine. Alors, on voit bien qu'il y a sur les différentes sources de données. Maintenant, il faut les communiquer. Alors, je vais passer rapidement. C'est un tableau qui vous présente en abscisse le débit et puis en ordonnée la distance, la portée de ces technologies. Je ne vais pas faire de détails là-dessus. Moi, ce qui m'intéresse, notamment dans l'industrie entre guillemets du futur, comme je l'ai dit, c'est la 5G et le Wi-Fi 6. Alors, la 5G, donc là, l'idée, c'est ce qui est important, en fait, par rapport à la 4G, c'est notamment le débit. Pas forcément ça qui va nous intéresser dans l'industrie, mais c'est tout ce qui va être en fait plutôt la latence, puisque là, on a des faibles latences en 5G qu'on n'a pas du tout en 4G, et donc on va pouvoir transmettre de l'information avec des délais qui sont très très courts, et donc pouvoir déporter du traitement finalement dans des équipements qui sont distants de la machine. Donc ça peut être intéressant dans la 5G. Et puis une autre capacité ou une autre qualité intéressante de la 5G, c'est de pouvoir développer des cellules locales. Donc, au sein de l'entreprise, avoir entre guillemets, des répéteurs locaux pour pouvoir augmenter la portée des équipements. Et puis, la 5G aura un concurrent important à l'avenir, c'est le Wi-Fi 6. Le Wi-Fi 6, ce n'est pas pour 6 gigas, même si il y aura probablement le 6 gigas qui sera ouvert, mais c'est la 6e génération du Wi-Fi. Là, l'idée, il y a des choses un peu similaires en fait, sur l'augmentation du débit. Mais surtout, en fait, par rapport au Wi-Fi 5 classique, on aura des augmentations de portée, là aussi au sein de l'usine, donc ça peut être intéressant. Et franchement, il faudra vraiment regarder de près à l'avenir entre ces deux technologies pour savoir laquelle déployer au sein de l'usine. Peut-être que d'ailleurs, ce sera les deux, en fonction des applications
Sachant que, par exemple, sur le Wi-Fi 6, on peut faire du beamforming, enfin des choses comme ça, pour pouvoir adresser spécifiquement un objet et vraiment pointer en fait, le champ de l'antenne sur cet objet. Donc voilà, donc, ça c'est un point important. Vous voyez en fait plein de solutions pour communiquer. Côté visualisation des données, là aussi de nombreuses solutions. Ça part en fait en haut à gauche de l'affichage global au niveau de l'usine. On peut afficher là en fait là, ce qui nous intéresse, c'est d'informer globalement les opérateurs. Bon, là, je vous avouerai qu'ils ont vu un peu grand au niveau de l'affichage. Hein, parce que je ne sais pas combien il fait de mètres, mais ça doit faire une vingtaine de mètres. Bon, on peut faire plus petit. Hein. Voilà. C'est aussi au pied des machines. Alors là, avec une donnée importante, en fait, hein, c'est que les interfaces graphiques se généralisent de plus en plus, avec des qualités surtout en fait côté ergonomie pour l'opérateur. Ça, c'est un point hyper important, notamment aujourd'hui, en fait, par rapport à la langue. C'est soit en fait passer sur des icônes, mais c'est aussi en fait pouvoir directement adapter à la langue de l'opérateur qui est devant la machine. Et ça, pour certaines entreprises, c'est hyper important quand on a une main-d'œuvre qui vient de pays étrangers. Voilà, donc ça, c'est un point qui se généralise. Un point qui a été important aussi dans l'industrie du futur, c'est la mobilité, donc d'avoir accès à l'information, à la donnée en mobilité. Avec, alors ça, c'est un PDA, mais ça peut être aussi directement sur son téléphone portable ou sur son téléphone portable de l'entreprise. Ou une tablette. Et puis, enfin, si on parle de tablette, c'est aussi la réalité virtuelle, surtout la réalité augmentée, finalement, où on peut venir au pied d'une machine, pointer cette machine avec sa tablette, directement récupérer les informations sur la machine avec son identité, les paramètres de fonctionnement actuels. Si je constate qu'il y a un problème, je passe dans la partie maintenance et je peux avoir en fait le mode opératoire pour pouvoir dépanner la machine avec les opérations de maintenance à suivre, enfin, savoir que c'est telle pièce qu'il faut démonter, etc. Et ça, aujourd'hui, c'est plus du futur. Hein. C'est déjà déployé dans certaines industries, notamment en association avec la 5G, enfin bon, du Wi-Fi, d'accord. Voilà, donc ça, c'est vraiment des solutions qui existent. Puis enfin, on arrive à l'exécuter. Alors souvent, aujourd'hui, quand on pense traiter les données, on se dit tout de suite IA. Alors je vous invite, on n'a pas forcément le temps aujourd'hui, mais j'invite à lire cette définition qui est donnée par l'Alliance Industrie du Futur, qui est assez bien faite, je trouve. Mais en fait, on voit que l'IA, dans la partie qui est importante, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est l'intelligence d'apprentissage. En fait, c'est vraiment cette notion-là. C'est-à-dire qu'en fait, ça va être le système qui va apprendre par rapport au jeu de données que je vais lui donner. Et par rapport aussi aux critères que je vais lui donner pour qualifier en fait les données que je vais lui fournir. Et donc, pour moi, en fait, la question, c'est surtout, en fait, vous posez vraiment cette question-là. C'est l'IA, est-ce que c'est vraiment la solution universelle? Moi, je suis persuadé que non. Il y avait des méthodes qui existaient avant, hein, les statistiques, les modèles mathématiques, etc., les arbres de décision, qui sont notamment dans le cadre de la maintenance, qui sont hyper importants. Donc, ces solutions-là, elles continueront d'exister. Et puis, bien sûr, il y aura aussi l'IA qui viendra en fait, se rajouter. L'importance, en fait, ça va être toujours de bien étudier ce que l'on veut faire, étudier les données qu'on a à sa disposition et choisir, en fait, le bon outil ou la bonne méthode pour traiter ces données. Et ça, en fait, c'est le métier du data scientist, qui est un nouveau métier à la mode, mais bon, qui prend une part de plus importante dans nos industries. Voilà, donc ça, si ça aussi, en fait, c'est un facteur favorable au déploiement du traitement de la donnée. C'est aussi les architectures réparties. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fonction des besoins, je sais répartir les traitements entre le cloud, entre le edge, c'est-à-dire les serveurs, par exemple, de l'entreprise, et puis, enfin, le SOC, pardon, et le edge au pied des machines, dans les passerelles réseau, dans les PC industriels, etc. Et puis voir embarquer de l'IA directement, enfin de l'IA ou des traitements, directement dans le capteur. Et donc, aujourd'hui, j'ai à ma disposition différentes solutions pour traiter l'information à ces différents niveaux, en fonction de la priorité, par exemple, ou en fonction de la latence exigée par l'application. Je peux très bien traiter des informations de sécurité au niveau de l'objet, alors que des informations plutôt, entre guillemets, de confort vont être traitées au niveau du cloud. Là, je peux répartir tous ces traitements. Donc voilà, on voit en fait qu'il y a un contexte technologique qui est favorable donc, au traitement des données. Je vais vous donner quelques cas d'usage de cela, avec quelques exemples, si possible. Déjà, en fait, dans les fonctions support de l'entreprise, on se rend compte que sur tout ce qui est performance commerciale, on peut avoir des choses intéressantes. J'ai le cas d'une entreprise qui était dans le domaine de fourniture d'accessoires pour l'agriculture, qui, en fait, se posait des questions par rapport à des
à des zones en fait, à développer en priorité pour certains produits et qui, en regardant les immatriculations de tracteurs qui sont produites par des données externes, en croisant avec des zones géographiques et les cultures principales associées à ces zones géographiques, en regardant les qualités de leurs produits, en croisant en fait toutes ces données-là, ils ont sorti les régions prioritaires où ils doivent se développer. Alors que sinon, en fait, ils seraient partis un petit peu comme ça, soit au doigt mouillé, soit à partir des connaissances de leurs commerciaux. Là, ils sont vraiment partis sur des données concrètes. Donc ça peut être intéressant sur la performance commerciale. Ce qu'on voit beaucoup, c'est le service client avec des chatbots. Donc ça aussi, y penser. Hein, on le voit pour le grand public, mais c'est vraiment ceci à venir sur l'aspect industriel pour accompagner les clients, notamment quand il y a des configurations assez importantes. Hein, il faut passer par X arbres de décision avant d'arriver à la bonne configuration. Ça peut être intéressant d'avoir un chatbot. Donc ça, c'est des choses à y penser. Il y a aussi tout ce qui est simulation du risque financier et juridique, là, avec des choses assez intéressantes. Alors, ça ne remplace pas un juriste, hein, ça ne remplace pas un avocat, mais par contre, ça peut donner des éléments, déjà, commencer à segmenter les besoins. Voilà. Si on regarde côté production, un point important qu'on retrouve beaucoup dans l'industrie, côté traitement, c'est l'ordonnancement des tâches de production, ce qui est une tâche, quand on la fait à la main, qui est assez fastidieuse. Hein, quand il faut ordonnancer sa production en fonction de ses OF, mais aussi des ressources disponibles, enfin de ses opérateurs disponibles, de la qualification de ses opérateurs, de la disponibilité des machines, des maintenances potentielles sur les machines. Ça peut devenir rapidement compliqué. Là, un outil d'IA peut assez simplement remplacer l'humain et faire gagner beaucoup de temps là-dessus. Des choses en fait qui n'ont pas forcément de valeur ajoutée d'ailleurs. Enfin, qui ont beaucoup de valeur ajoutée quand elles sont traduites, mais finalement pour celui qui le fait, ça n'apporte pas forcément grand-chose. Il y a tout ce qui est maintenance préventive de prédiction des pannes. Donc ça, il pensait aussi, hein, d'équiper la machine de capteurs pour pouvoir prédire ou anticiper d'éventuelles pannes quand on va avoir une dérive dans le fonctionnement, soit avec des capteurs de vibration, soit avec des capteurs électriques, hein, sur l'analyse des signaux électriques. Enfin, à voir, il faut trouver la bonne méthode. Ça peut être pas si simple que ça. Il y a tout ce qui est efficacité énergétique, hein, diminuer les consommations de flux d'énergie électrique, gaz, etc. Tout ce qui va être robotique, avec les AGV dans l'entreprise. Et là, c'est là où on voit que justement la 5G et le Wi-Fi 6 peuvent avoir vraiment des points intéressants, justement grâce à la faible latence, notamment de la 5G, par exemple. Tout ce qui va être cobotique, c'est-à-dire d'assister l'opérateur humain dans ses opérations, hein, de ne pas le remplacer, mais plutôt d'être à ses côtés pour faire des opérations qui sont fastidieuses. Puis un point qui démarre dans les industries, mais qui existe depuis assez longtemps dans la recherche, c'est l'aspect du jumeau numérique, c'est-à-dire de mettre au point un modèle numérique qui va tenir compte de l'évolution du système réel, justement par des capteurs connectés, et qui vont modéliser en fait son fonctionnement et son évolution aussi dans le temps. Donc on va pouvoir, avec ce modèle, enfin ce jumeau numérique, on va pouvoir peut-être anticiper des défauts qu'on pourrait constater sur le jumeau réel, sur la machine réelle. On pourra aussi anticiper la maintenance, etc. Pourquoi pas améliorer aussi son fonctionnement. Donc ça, c'est vraiment des choses qui se développent. Alors pour info, au niveau de nos networks, on a une matinée sur le jumeau numérique le 24 novembre, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Alors aussi un point, en fait, ces informations, elles sont issues d'un groupe de travail en fait, qui est constitué en Pays de la Loire qui s'appelle DIVA. Pour info, en fait, il y a aussi le LabIA, c'est ça en fait, hein, qui peut vous aider sur Orléans sur ces questions d'IA, si ça vous intéresse. Voilà. Donc on voit en fait qu'aujourd'hui, il y a tout un contexte qui est favorable à la prolifération des données, à l'usage de ces données dans l'entreprise. Hein, c'est plus une utopie, c'est plus se dire ouais, il faut que je m'y intéresse. Donc, il faut vraiment s'y intéresser aujourd'hui. En revanche, on ne peut pas traiter un maximum de données sans parler de protection des données. Alors, je vais le faire très rapidement parce que je vais laisser la parole aux spécialistes. Mais ce qui est important en matière de cybersécurité, c'est de traiter de bout en bout. On a vu en fait notre chaîne ici globale. Il est hors de question de s'intéresser à la cybersécurité au niveau de son serveur qui va faire les traitements. Alors que du côté des capteurs qui sont connectés sur mes machines, je ne suis pas du tout préoccupé et c'est une vraie passoire. En fait, ce qu'il faut voir, c'est qu'en matière de cybersécurité, la sécurité globale du système
elle est définie par le maillon le plus faible. C'est assez logique, hein, souvent, dans tout ce qui est fiabilité, c'est le cas. Et en cybersécurité, c'est le cas aussi. Donc, il faut vraiment s'intéresser à toute la chaîne. Hein. S'intéresser au niveau de son SI qu'à ça, c'est presque suicidaire. Donc, il faut vraiment prendre en compte cette globalité. Et pourquoi, en fait, prendre en compte cette globalité? Il y a 3 critères qui sont indépendants, qui sont importants. Et vous comprendrez pourquoi facilement quand on va parler de données. C'est la confidentialité des données. C'est-à-dire, en fait, que ces informations ne soient pas accessibles à d'autres personnes qu'aux utilisateurs autorisés. C'est le premier point à assurer. Et ce n'est pas suffisant. L'autre point, c'est l'intégrité. C'est-à-dire que les données que je reçois, elles sont fiables et non corrompues. Il est hors de question que quelqu'un, à la limite que je ne connais pas, mais peu importe, ils ne sont pas autorisés, modifie mes données et me donne des informations fausses. Ma température tout à l'heure, il ne faut pas que quelqu'un puisse modifier cette température. Donc ça, c'est un point important. Et puis, il y a la disponibilité. La disponibilité, c'est-à-dire que ces informations soient accessibles par l'utilisateur, mon fameux utilisateur tout à l'heure, un utilisateur autorisé, lorsqu'il en a besoin. Et donc, vous voyez, cette notion-là, elle va au-delà de la cybersécurité. Parce que aussi, ça veut dire que j'ai des questions à me poser vis-à-vis de mon système d'infra, vis-à-vis de mon DSI, vis-à-vis de mes fournisseurs d'hébergement, etc. C'est qu'est-ce que je mets en place pour garantir que mes données sont disponibles et que en 3 heures, s'il y a un problème, je puisse retrouver en fait la disponibilité de ces données. Et quel est le fameux plan de recouvrement en fait dont on a entendu parler quand OVH a eu son souci. Donc ça, c'est hyper important. Et là, on s'est rendu compte d'ailleurs sur ce risque-là que finalement, ce n'était pas un problème de cybersécurité en l'occurrence. C'est un problème de sécurité tout court, de sécurité de la donnée tout court. Un autre point aussi qui est important, au-delà de la cyber, c'est penser RGPD. C'est-à-dire si on traite des données personnelles, le RGPD, le règlement de protection des données personnelles, s'applique forcément. Il est d'application obligatoire. D'ailleurs, à ma connaissance, c'est un des rares règlements qui définit en fait dans son règlement les peines que j'encours si je ne respecte pas ce règlement. C'est un pourcentage du chiffre d'affaires, etc. Donc ça, c'est forcément d'application obligatoire, donc bien y penser. Et un autre point qu'on oublie aussi souvent, c'est en fait la propriété des données. Je terminerai là-dessus. Je suis fabricant d'un centre d'usinage. Ce centre d'usinage est bardé de capteurs. Donc je sais en fait à tout moment ce qui se passe sur mon centre d'usinage. Et ce centre d'usinage m'installe dans une entreprise. La question c'est, est-ce que je peux faire n'importe quoi des données? La réponse, vous la connaissez, c'est non. Sachant qu'en plus de ces données-là, je peux divers n'importe quoi, hein, parce qu'à partir des données, je peux savoir quel est son mode de production, quelle est son organisation interne, savoir s'il travaille en 1.8, en 2.8, en 3.8, ses fréquences, enfin ses taux de production, etc., voir éventuellement les familles de produits qu'il fabrique. Je peux en dire plein de choses. Vous pensez bien en fait que ça, on ne peut pas se permettre de faire ça. Donc la seule solution quand on est en B2B, on n'a pas de RGPD, on n'a pas un règlement de protection des données industrielles, peut-être à l'avenir. Et donc là, c'est le contrat. Et donc ça, c'est hyper important. Pour vous, si vous êtes fournisseur de machines, ou pour vous, si vous êtes industriel qui utilise une machine connectée, c'est d'avoir ce contrat-là qui va définir en fait quelles sont les données qui sont collectées par votre fournisseur et quels sont les traitements, surtout, qui sont apportés à ces données-là. Et pour quel service rendu. Et vraiment, ces 3 notions. Les données, les traitements effectués et pour quel service rendu. C'est-à-dire qu'il y a de questions qui vous captent les données s'il n'y a pas un service rendu pour vous, quoi. Donc, pensez bien à ce point-là. Vous voyez, ça va au-delà de la cybersécurité, mais pensez aussi à l'aspect réglementaire et contractuel. Voilà, alors, quelques mots. Vous voyez, en fait, on peut se lancer. Seul point, c'est bien définir le problème. Pensez peine à résoudre et pas technologie. C'est souvent en fait le défaut, c'est-à-dire qu'on va penser une solution et finalement, on ne sait plus pour quel problème c'était fait au départ. J'exagère un peu, hein, ça arrive. J'ai eu le cas, par exemple, d'une entreprise qui disait, en fait, façon de l'IA, qui avait fait tourner des algorithmes IA, ça n'avait rien donné. Oui, mais ça n'avait rien donné, mais tu ne savais pas ce que tu attendais au départ. Donc, au final, tu n'as rien eu, mais finalement, tu n'attendais rien au début. Donc, c'est normal, tout va bien. En fait, tu as passé du temps, mais finalement, tout est dans le dos. Donc, non, il faut d'abord penser peine, puis après, on verra quelles sont les solutions. Intégrer des contraintes réglementaires, on l'a vu, et puis surtout, protéger ces données de bout en bout, ça sera le sujet de l'après-midi. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions sur cette introduction qui est très générale. J'espère qu'il vous a donné envie de générer des données. Je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle. Est-ce qu'il y a des questions en ligne également?
Si vous avez des questions en ligne, ah oui, la caméra est là, il faudra les poser sur le chat et puis comme ça, Cyril, mon collègue, pourra les retranscrire à l'oral ici dans la salle. Donc voilà, n'hésitez pas. Moi, j'avais une question. Est-ce que chez WeNetwork, vous pouvez accompagner les entreprises sur le côté contrat ou ce n'est pas du tout votre… Non, on saura trouver en fait, les interlocuteurs pour les aider sur ce point-là. Mais finalement, en fait, là, en plus, c'est du juridique. Donc, on n'a pas, en fait, d'un point de vue là aussi contractuel, on n'a pas le droit de faire du donc, je ne sais pas dans la salle si quelqu'un a ce genre de contact ou de connaissances. Ça peut être aussi intéressant de les partager. Bon, après, c'est quand même assez spécifique. Oui, il faut mettre en relation avec des juristes pour vraiment établir les bons contrats. D'accord. Et une autre question, s'il n'y en a toujours pas en ligne, par rapport à la 5G, est-ce que vous avez déjà fait des tests, justement, par exemple, sur votre ligne de production dont vous parliez tout à l'heure? Alors, pas encore chez nous. En revanche, en fait, on a un de nos adhérents qui est la Croix, en fait, la Croix électronique, et qui, en fait, sur son site de Saint-Pierre-Mont-Limard, à côté d'Angers, en Maine-et-Loire, qui a déjà, en fait, déployé des solutions 5G sur différents outils et qui peut partager, en fait, son retour d'expérience. Et en fait, qui aujourd'hui, en fait, va déployer aussi la 5G sur son nouveau site Industrie du futur, on va dire, qui devrait être inauguré là, dans les mois qui viennent. Donc, oui, il y a déjà des expérimentations, y compris sur des industriels, parce que c'est vrai que sur les sites officiels, on trouve des expérimentations plutôt dans des gares, dans des lieux un peu publics, mais il y a quand même des expérimentations au niveau industriel, notamment la Croix chez nous. D'accord, bon, bah, c'est intéressant. Donc, on attend de vos nouvelles pour avoir un retour d'expérience sur la 5G. Ah, il y a une question là-bas. Communication en 5G ou en Wi-Fi, c'est utilisé pour échanger la donnée et est-ce qu'on s'en sert synchroniser les machines? Je ne sais pas. Oui, la question c'était est-ce que sur la 5G ou le Wi-Fi 6, on peut synchroniser des machines? Ça, je n'ai pas l'information. Après, potentiellement, oui, du fait de cette faible latence, on va dire. Maintenant, il faut voir quelle est la précision de la synchronisation nécessaire. On déconne. Oui. Je ne pourrais pas vous répondre sur ça. On peut se renseigner, mais j'ai pu entendre que sur la 5G, on était sur des latences de l'ordre de la milliseconde, par exemple. Donc, je pense que ça ne doit pas être compatible avec les solutions. Non. Oui. Bah oui. Et du coup, avec le Wi-Fi, si je te posais la question, si ça pouvait s'exporter et utiliser… Je n'ai pas la question. Je peux la poser à notre spécialiste, mais je n'ai pas la réponse. Bon, merci Jean-Philippe pour cette introduction. Et du coup, je vais pouvoir passer la parole à l'intervenant suivant, M. Gaget, qui va justement, je pense, beaucoup détailler l'aspect risque, menace et éventuellement solution quand la menace